Est-ce qu'on est en... Je crois qu'on est en ligne. Yes. Bonjour à tous. Bonjour. Dernier jour de notre week-end en ligne. Donc, je pense que vous êtes régalés à regarder ces deux épisodes extraordinaires de The Avengers. Et donc, on est là pour en parler avec vous. On attend Bernard qui va se joindre à nous. En fait, il faut plus aller chercher son chapeau. Voilà. J'étais allé chercher mon chapeau. Et moi, il est là, mais je ne vais pas le mettre. Je vous fais grâce de ça. C'est pas joli. Donc, on est très heureux d'accueillir Alain Carazé. Je laisse Nicolas présenter. Donc Alain Carazé est un des grands spécialistes des séries. Non, c'est pas vrai. Bon, j'ai pas une tête à chapeau, hein, c'est pas sympa. Qu'est-ce qu'on dit tous? Mais voilà, Alain Carazé est un des grands spécialistes des séries en France et il a co-signé un livre sur The Avengers qui date un peu. Maintenant, il date de quand ce livre que vous avez co-signé? Oh là là, il doit bien dater d'une quinzaine d'années. Il est là. Il est là-bas. Voilà, il est là. Un fameux livre. Il n'y a pas beaucoup de livres en français sur The Avengers et c'est l'un des plus connus. Et effectivement, voilà. En fait, il a été fait à l'époque où il n'y avait pas encore les vidéos, il n'y avait pas encore les VHS. On était vraiment dépendant pour regarder une série ou pour regarder quoi que ce soit d'une diffusion à la télé. Il fallait être devant son écran à l'heure dite, le jour dit et tout. Et ce livre, qui est un livre d'art, et c'est le deuxième des éditions 8e art, le premier étant sur la série Le Prisonnier. Et le Prisonnier étant le premier livre d'art consacré à une série télé, il y avait une volonté de donner ces lettres de noblesse au genre sériel à travers un beau livre, à travers un livre, donc ce qu'on appelle en anglais les coffee table books, à savoir les livres que vous posez sur votre table basse au moment de l'apéro ou simplement le soir avant de regarder la télé, etc. Avec un beau papier, des belles reproductions photographiques et ainsi de suite. Et Champion de cuir a été le deuxième. Donc, et après, il y a eu Mission Impossible, il y a eu les grandes séries britanniques, les grandes séries américaines, etc. Mais c'était il y a assez longtemps, en effet. Et à l'époque, comme je vous disais, il n'y avait pas de VHS, il n'y avait pas de choses comme ça. Enfin, il y avait des VHS, mais il n'y avait pas de VHS de Chapeau de cuir. C'était toute une histoire. C'était très long pour les avoir en VHS. Encore moins de DVD. Et donc, on était tributaire des diffusions. Donc, une partie de ce livre est quand même consacrée au résumé des épisodes, ce qui n'a plus vraiment sens de nos jours. Oui. Si vous voulez avoir les résumés des épisodes, vous faites 2 clics et vous les avez, quoi. Bon, mais à l'époque, ce n'est pas le cas. Donc, il y avait beaucoup de résumés, ou en tout cas de reformulation des épisodes, tout simplement parce qu'il était difficile de les voir. C'était un peu compliqué. Mais il y avait aussi des témoignages, il y avait aussi des extraits, il y avait aussi plein de choses. Il y avait toute une partie sur les coulisses de la série, comment ça s'est fait. Il y avait des témoignages de Pat McNee, de Diana Rigg, d'autres personnes qui collaboraient à la série. Donc voilà, c'était un gros bouquin. Et avec énormément d'illustrations qu'on a été récupérées au BFI, au British Film Institute, avec plein d'éléments qu'on a réussi à trouver à droite et à gauche, avec Linda Thorson aussi qui nous a donné une interview, Pat McNee qui m'avait reçu en Belgique pour faire une interview pour le bouquin, etc. Enfin, bon, voilà, quoi. Et c'est depuis qu'on est devenus amis. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie. Voilà. Donc oui, c'est un beau bouquin qui maintenant n'est plus trop disponible. Alors, ça peut se vendre, je crois, sur eBay ou des choses comme ça, à des sommes... d'occasion, on le trouve, mais effectivement, il vaut mieux l'avoir acheté à l'époque. J'ai mon exemplaire auquel je tiens particulièrement, d'autant plus qu'effectivement, vous l'avez souligné à cette époque, quand il est sorti, il y avait très peu de films, de livres vraiment, de beaux livres sur les séries. Ça se faisait très peu. Hein, ça se faisait pas. De plus en plus, voilà, exactement. Voilà. Maintenant, en effet, ça paraît logique de faire des bouquins sur des séries, des grands livres, etc. J'en ai plein dans ma bibliothèque ici. À l'époque, non, tout simplement parce que, on ne va pas trop revenir dessus, parce que sinon je vais m'énerver. Non, je plaisante. Mais disons qu'en France, dans les pays franco-français, à la différence des pays anglo-saxons, la série télé, la télé en général, mais l'art sériel en particulier, était très mal vu en France, était absolument décrié, et en tout cas, ça n'avait aucun intérêt. Les séries, on les regardait, mais on n'en parlait pas, pour résumer en une ligne. Donc, encore moins faire des bouquins dessus, encore moins faire des émissions dessus, encore moins en parler à la radio ou à la télé ou des choses comme ça. C'était hors de question. Donc, c'est vrai que quand on a, avec l'édition du Camar, quand on a commencé à faire le premier bouquin sur une série télé, et que plutôt que ça soit un petit fascicule comme ça, minuscule, avec du papier un peu de mauvaise qualité, pas de photos et ainsi de suite, mais que c'était un grand bouquin avec plein de photos de belles reproductions, et qu'on traitait la série comme une œuvre d'art, ce qu'elle est,
puisqu'il s'agit du 8e art. Voilà, le 7e étant le cinéma, le 8e étant la télévision. Là, d'un seul coup, ça a été un peu en France une redécouverte. On a redécouvert Le Prisonnier, on a redécouvert Chapeau les bottes de cuir, il y a eu des projections au Grand Rex, Télérama a fait des couvertures, Télérama fait des couvertures. Voilà, donc il y a une espèce de reconnaissance à l'époque du genre série télé. C'était un peu tardif, mais ça a contribué à refaire démarrer les gens. Mais non, sinon, en effet, faire un bouquin d'art sur une série télé, c'était inimaginable. Les choses ont bien changé maintenant. En effet, la série télé a acquis en France une légitimité qu'elle n'avait pas à l'époque. Oui, tout à fait. On va peut-être commencer à prendre les questions des spectateurs, les téléspectateurs, justement, tiens. Nous sommes en 1975, chers amis téléspectateurs, bonjour. On a déjà quelques questions qui arrivent unanimement, hein, les participants qui commencent à intervenir, on dit qu'ils sont vraiment adorés ces 2 épisodes, et on a des questions qui se rejoignent concernant le décor en fait de ces épisodes, à la fois le décor naturel, on nous demande dans quelle partie de l'Angleterre c'était tourné, et aussi le décor intérieur, et notamment dans le premier épisode avec cette fameuse maison. Est-ce que vous nous savez plus? Je n'ai pas tous les détails là-dessus parce que c'est quand même très 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 précis. La série était tournée dans les studios je suis à peu près sûr dans les studios d'Elstree. Donc c'était tourné dans des grands studios de cinéma. Voilà. C'était là où était construit non seulement l'appartement de Steed, l'appartement d'Emma, mais aussi les décors nécessaires pour l'épisode en particulier. Il y avait grosso modo 10 jours de tournage pour chaque épisode. Après, il y avait des extérieurs. Certains épisodes étaient tournés en extérieur. Par contre, c'était toujours en campagne. Ça, c'est une spécificité de Chapeau les bottes de cuir. Vous avez quasiment aucun épisode tourné dans la ville. Quasiment aucun épisode tourné avec des passants dans les rues de Londres, par exemple, ou des choses comme ça, puisque c'est une série britannique. Jamais. C'était toujours en campagne. Quand il y avait des poursuites en bagnole, c'était toujours en campagne. On le voit d'ailleurs. Ça, c'était une quasi-obligation. On montrait des maisons, on montrait ce qui était à l'intérieur des maisons, on montrait les gens qui se faisaient assassiner par le cybernaute, etc. Mais c'était jamais. Il n'y avait jamais de figure. La volonté du créateur, du producteur exécutif Brian Clemens, était que pour que ça devienne crédible, il fallait absolument qu'il n'y ait pas de figurant. Il ne fallait pas que les personnages soient liés au monde réel. Il ne fallait pas que Steed et Emma, qui sont des personnages caricaturaux en tant que tels, Steed avec son chapeau de bottes de cuir, je ne fais pas référence au chapeau melon que tu as, hein, mais avec Steed avec donc son chapeau melon qui était un peu la caricature et son parapluie qui était un peu la caricature de l'anglais typique, et Emma qui était aussi qui se baladait en bottes de cuir, qui se baladait dans des tenues pas possibles. Ça ne collait pas avec la réalité de l'Angleterre, et en tout cas, il n'était plus crédible, d'après lui, si d'un seul coup, ils étaient confrontés à une réalité sociale. Donc, c'est-à-dire s'ils étaient confrontés à des gens qui passent dans la rue. En effet, que ce soit dans les rues de Londres ou n'importe où, si on voit quelqu'un comme Steed qui passe dans la rue, on se dit, monsieur, les personnages sont presque des cartes postales. En plus, comme vous venez de le voir, ils luttent contre des cybernautes, contre des plantes qui dévorent les gens, contre des savants fous. Pour mener leur enquête, ils rencontrent des personnages un peu particuliers, un peu exubérants et un petit peu excessifs. Donc tout ça, en effet, c'est presque un monde à part, le Avengers-land, qui fait qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de lien. Il ne faut surtout pas, par exemple, que la série parle de tout ce qui est sociétal, pas de politique, pas économie, pas de race, pas de religion. C'était les règles de Brian Clemens. Hein. Pour être crédible, il fallait qu'on soit presque dans un autre univers, un univers fantasmé. D'où le fait que 99% des endroits dans lesquels ça a été tourné, c'était en race campagne, c'était des maisons qui étaient aux alentours des studios de tournage, aux alentours des studios d'Elstree, jamais trop loin, tout simplement parce qu'on ne va pas prendre toute l'équipe et les amener dans un autre endroit, ça demande des jours et des jours, et le budget n'y était pas. Donc, c'est toujours dans les environs. Les endroits servaient toujours un petit peu de la même façon, les extérieurs. Tous les intérieurs étaient dans les studios. Donc voilà. Mais il y avait une volonté, en effet, de ne pas filmer au cœur de Londres, par exemple, de ne pas avoir de plan de foule, de pas avoir. Vous regardez dans toute la série, il n'y en a quasiment jamais.
Oui, tout à fait. Et Dur peut-être que c'est pérenne. de rappeler pour les gens qui voient la série actuellement que en fait, ça existait bien avant la période Emma Peel. Alors oui, Chapeau botte de cuir est une série qui a une préhistoire. Oui. Et qu'on n'a pas connu en France et que pratiquement aucun pays du monde n'a connu, sauf les Britanniques. C'est une préhistoire tout simplement parce que la série est démarrée en 1951, pardon, 1961, 51. Oula. Je vous avais dit que j'étais pas bon sur les chiffres. 1961, et c'était une série en direct. C'était une série dramatique policière en direct. Pour vous donner un peu des références, c'était un peu comme en France, on a eu les 5 dernières minutes avec Raymond Souplex, Bourrel, etc., etc. C'était une dramatique télé. Donc, c'était le samedi sur ITV, c'était répété dans la semaine et c'était filmé quasiment dans les conditions du direct. Les premiers épisodes étaient même totalement en direct et c'était en direct. Et c'est vrai on peut imaginer, en effet, à partir de là, il n'y avait pas d'extérieur, il n'y avait pas de plan trop compliqué, c'était totalement différent. La seule chose qui restait quand même de ce qu'on voit maintenant avec les épisodes qu'on a vus, c'est Patrick Macnee dans le rôle de John Steed, qui était présent depuis le tout début de la série. Mais par contre, la série a beaucoup changé, bien évidemment. Au départ, c'était Patrick Macnee avec une autre personne qui était le docteur Keel, interprété par Ian Landry. Et le docteur Keel a vu sa fiancée se faire tuer, donc il s'associe à l'agent secret, on ne sait jamais si c'est secret ou pas, qui s'appelle donc John Steed, pour venger sa fiancée, d'où le titre anglais de la série, Les Vengeurs. Voilà, tout ça est logique. Petit à petit, ils sont dans d'autres enquêtes. Au bout d'un an, Ian Landry a décidé de ne pas donner suite, donc on a mis aux côtés de Patrick Macnee, qui était quand même le second couteau de la série au départ, des personnages différents. Il y avait un autre docteur, puis il y a eu un personnage féminin, puis il y a eu un personnage qui s'appelait Cathy Gale, interprété par Honor Blackman, qui, elle, a mis en place le style Avengers, à savoir une femme forte qui ne s'en laisse pas compter, qui est capable de faire du karaté, etc., etc. Tout ça, quand même, dans une série qui était entre 4 murs d'un studio, avec 3-4 caméras dans des conditions du direct. Une dramatique télé. Donc, c'était radicalement différent. Et c'est en 65, je dis les dates comme ça, un peu de tête, que tout a changé, puisqu'il y a quand même eu un intérêt de la part des chaînes étrangères, mais techniquement parlant, ce n'était pas possible de diffuser Chapeau et bottes de cuir sur les chaînes étrangères dans ce format-là. Et donc, la société de production, alors je vous la fais très courte, mais suite à un accord avec une chaîne de télévision américaine qui insufflait de l'argent, qui mettait de l'argent dans la production, la série a radicalement changé, à savoir qu'elle est passée de dramatique télé tournée en studio avec des caméras de télé à série-film, comme le sont 99% des séries, même à l'époque, à savoir séries tournées en 35 mm, avec une caméra 35 mm, comme un long métrage, exactement pareil, hein, avec 10 jours de tournage, enfin voilà, la même chose. Donc évidemment, là par contre, la pellicule, elle peut être envoyée dans tous les pays du monde pour qu'ils la diffusent sur leur chaîne de télé à eux, ça change radicalement les choses. Là encore, j'essaie de vous le faire très synthétique pour que ça soit très clair. Et donc, à partir de là, le style de la série a changé. On a fait venir 2 personnes qui étaient beaucoup plus habituées au film plutôt qu'au dramatique télé, Brian Clemens et Albert Fennell. Ces 2 personnes avaient déjà collaboré dans l'ancienne version, mais tout de même, ils étaient scénaristes ou producteurs, sans plus. Là, on leur dit, écoutez, on n'a pas d'expérience pour faire des séries films, donc quelque part, sur support film, donc quelque part, on vous laisse un peu les rênes. Et c'est à partir de là que Brian Clemens s'est dit, OK, on change tout. Donc là, on va faire vraiment une série un peu délirante, dans laquelle on crée, comme je vous l'ai expliqué, le Avengers Land, entre guillemets, les notions comme quoi les personnages doivent être dans un espèce d'univers à eux, dans lequel un peu la science-fiction, l'imaginaire, tout est un peu permis, avec des personnages et des méchants, des savants fous plus vrais que nature, on va dire. Mais par contre, il fallait une nouvelle actrice pour être au côté du titre, puisque Honor Blackman avait décidé de quitter la série pour rejoindre James Bond 007 dans Goldfinger. Donc voilà. Mais c'est, en effet, toute cette préhistoire, toutes ces 3 années de production de Chapeau et bottes de cuir, on ne les a pas vus en France, mais les Américains ne les ont pas vus non plus, donc il n'y a pas de jaloux. On les a vus maintenant, depuis, parce que c'est sorti en DVD, parce que ça a été diffusé un petit peu à droite à gauche, mais quelque part, c'est quand même une version de Chapeau et bottes de cuir qui est très différente de ce que l'on connaît. Généralement, les gens qui regardent les anciens épisodes sont un peu déçus,
Parce que c'est pas la même musique, c'est pas le même style, c'est pas les mêmes cadrages, c'est pas les mêmes images, il n'y a pas la même recherche cinématographique, il n'y a pas les mêmes scénarios, il n'y a pas les mêmes trames. Voilà, c'est quand même très bavard. C'est plus, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de trouver les termes pour justement bien définir, une dramatique télé d'un côté et une série d'action de l'autre. On est presque dans deux choses différentes. Mais ça existe. Tout comme il y a eu après un futur à chapeau de cuir, qui est la série New Avengers, avec Purday, Gambit, etc., qui avait fait des années plus tard et qui était plus en lien avec le style de série des années 70. Mais voilà, donc en fait, Chapeau de cuir se situe entre deux. D'un côté, la préhistoire, de l'autre côté, la nouvelle version. Voilà. Alors, c'est marrant, il y a peu de séries comme ça qui ont survécu et qui ont été refaites, qui ont continué, mais dans différentes versions. Patrick Macnee me racontait qu'il a eu une grande chance d'être dans toutes ces séries-là, d'être dans Chapeau de cuir du début à la fin, parce qu'il est passé de la dramatique télé en direct, puis au film noir et blanc, puis au film couleur, puis... Il y a beaucoup de couleurs dans celle-ci, je trouve. Là, du coup, on voit une différence énorme entre le premier épisode en noir et blanc et puis le passage à la couleur, qui est d'ailleurs une couleur. Alors, je ne sais pas, c'est parce que là, on s'est appuyé sur le Blu-ray qui est sorti pour les deux épisodes, mais du coup, on a quand même une couleur qui est effectivement assez violente. On se dire, c'est du, je sais pas si c'est du Technicolor ou quelle méthode de colorisation. C'est du 35 mm Technicolor. Alors, elles ne sont pas violentes. Disons que ça fait partie du style de la série d'être très coloré, d'être très vif. Surtout que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que tout ça était prévu au départ pour être diffusé sur des téléviseurs cathodiques, sur des tubes cathodiques 4 tiers chez les gens. Donc déjà, c'est pas exactement la même qualité que le 35 mm que l'on a maintenant, quoi, vous voyez. Mais oui, bien sûr, tout ça faisait partie d'une volonté. En plus, on était au début de la couleur. La saison précédente, c'est pour ça que je vous ai sélectionné 2 épisodes, un noir et blanc, un couleur. La saison précédente était noir et blanc. La plupart des télévisions dans le monde passaient à la couleur. Donc, il fallait absolument marquer la différence. On ne pouvait pas se permettre à la télévision à cette époque de dire alors on passe à la couleur, mais vous comprenez, on va faire des couleurs vraiment très naturelles. Non. C'était Star Trek à l'époque, en 66. Star Trek en 1966 sur NBC servait de support à des publicités pour des téléviseurs couleurs, disant voilà, si vous achetez un téléviseur, vous allez pouvoir voir Star Trek en couleur et regarder à quel point c'est coloré. Et je crois d'ailleurs que c'était une pression de la production américaine de passer à la télé, parce que ça coûtait super cher en plus. Une requête, pas une pression, une requête. C'était du style ok, on vous achète déjà les épisodes que vous avez tournés noir et blanc, mais il faut absolument que la prochaine saison soit en couleur. D'accord. Ce qui est logique. Je veux dire que. Attendez, je vous présente. On a le plaisir d'accueillir Francis Rousselet, qui est le fondateur du festival Écran Britannique. Bonjour. Aujourd'hui, dans le petit studio nîmois qu'on a monté pour permettre ce week-end en ligne. Et qui souhaitait intervenir. Je n'oublie pas qu'il y a des questions, il y en a beaucoup, donc je vais Oui, n'hésitez pas à me couper. Moi, je me lance, mais n'hésitez pas à me couper, bien sûr. Justement, vous avez fait allusion au traitement de la couleur dans ce film, notamment dans le 2e épisode qu'on a vu, et ce Technicolor saturé, hyper saturé. Et c'est peut-être là aussi, on peut le voir aujourd'hui comme un clin d'œil à un certain cinéma couleur britannique, et notamment à la série des films Hammer. Et dans le dernier épisode, il est évident que les petits camés, les petits rôles qui sont donnés à Vincent Price, à Michael Gough, qui sont des acteurs emblématiques des films Hammer de cette époque-là, je pense que pour le public britannique particulièrement, ça a ramené avec un regard humoristique, ça les ramenait à des souvenirs d'un cinéma d'autrefois. Tout à fait, c'est Peter Cushing en fait. Peter Cushing. Je vous ai choisi cet épisode-là parce que justement, il y avait Peter Cushing. Enfin, d'abord parce que c'est un épisode mythique, le retour des cybernautes, qu'il est en couleur et qu'il y a Peter Cushing dedans. Quand même, Peter Cushing. Je veux dire, on ne va pas faire l'affront aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent de demander qui est Peter Cushing. Et le mec, vous allez sur IMDb. Pour effectivement les fans de fantasy. Et Michael Gough aussi, qui oui, tout à fait. Absolument. Dans des tas de films de fantastique dans les années. de cette époque-là. Mais
c'est presque logique parce qu'il y avait quand même toute une imagerie fantastique, surnaturelle. Là, quand même, il s'agit quand même d'un robot tueur. Quand même. On a dans le chat justement sur les références à Frankenstein, à la littérature fantastique britannique, et aussi, nous dit-on, peut-être à Agatha Christie, point d'interrogation. Tout ça forme un tout. Quelque part, par contre, ce que Brian Clements et ses équipes de scénaristes voulaient faire, c'est quand même quelque chose de totalement original. Essayer justement de prendre des scénarios, de prendre des histoires un peu connues, mais de les retourner comme un doigt de gant, d'en faire autre chose, de les faire à la sauce chapeau melon botte de cuir, de prendre tous les clichés. Le but de Brian Clements, le producteur exécutif, on va dire maintenant, on dirait le showrunner de la série, était qu'une fois qu'un épisode de Chapeau melon botte de cuir avait traité d'un sujet, on ne pouvait plus le traiter sérieusement. C'était impossible que quelqu'un d'autre le traite aussi sérieusement. C'était pas possible. Il retournait tellement tous les clichés possibles que c'est voilà. Ensuite, bien sûr, il faut se remettre dans le contexte. On est en 65, 66, 67. L'Angleterre et surtout le monde cinématographique anglais baigne dans les films de la Hammer, baigne dans les productions. Chapeau melon botte de cuir était une production qui avait réussi à s'imposer aux États-Unis, donc avec une chaîne américaine, donc avec un budget plus important que la plupart des séries qui étaient produites uniquement pour la Grande-Bretagne, à savoir que celle-ci avait franchi les frontières, et c'était très important. D'un autre côté, il y avait aussi une autre maison de production en Angleterre de séries télé qui s'appelait ITC, qui avait réussi, elle aussi, à s'imposer dans les pays anglo-saxons, enfin en tout cas aux États-Unis, tout simplement parce que c'était financièrement absolument indispensable si on voulait créer de la qualité. Et c'est ce qui a permis de créer des séries comme Destination Danger, Le Prisonnier, Amicalement Vôtre, Cosmos 1999, etc., 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 Le Muppet Show, et ainsi de suite. Donc voilà, quelque part, créer une série télé uniquement en Angleterre ne suffisait pas. Financièrement parlant, il fallait que ça puisse être à travers le monde entier, d'où le fait qu'on est maintenant en 35 mm, etc., etc. Mais la spécificité de Chapeau melon botte de cuir, c'était que Brian Clements, Patrick Macnee, tout le monde de l'équipe voulait absolument que ça reste anglais. Que ça ne s'américanise pas. Le concept était impossible à américaniser. D'où le fait que les guest stars, les réalisateurs, les producteurs, enfin, les scénaristes, etc., faisaient partie du vivier anglais et passaient d'un film de la Hammer à un film de l'Amicus à une production télé, un épisode de Chapeau melon botte de cuir, un épisode de Département S, un épisode du Prisonnier, etc., etc. Brian Clements est quand même celui qui a écrit le premier épisode d'Amicalement Vôtre. Si vous voulez. Donc, on est vraiment dans un monde. Et Brian Clements a créé des films, a produit, a même tourné des films comme Captain Chronos, Vampire Hunter pour la Hammer, etc., des choses comme ça. Donc, on est vraiment dans le même univers. Il y a le même univers cinématographique anglais qui est l'univers cinématographique des films fantastiques de la série B, etc., etc. Christopher Lee a participé à 2 épisodes de Chapeau melon botte de cuir en tant que guest star, et ainsi de suite. Il y avait vraiment une communauté. Il n'y avait pas de barrière. Alors, malheureusement, en France, on n'imagine pas ça. On n'imagine pas que des gens de cinéma puissent travailler avec des gens de télé, surtout pas à cette époque-là, dans lequel faire de la télé, c'était pas bien, c'était caca, c'était uniquement pour payer ses impôts en fin d'année. En Grande-Bretagne et de manière générale dans les pays anglo-saxons, pas du tout. Mais absolument pas. Chapeau melon botte de cuir, on est bien la preuve. Il y avait autant de soins apportés à Chapeau melon botte de cuir qu'un long métrage de la Hammer, de la Micus, etc. Il y a autant. D'ailleurs, je crois que The House de Jack Built était réalisé par Sidney Ayers, il me semble, non? Tout à fait. Il y a énormément de personnes, je n'ai pas les noms, je peux les trouver sur le bouquin. Il y a beaucoup de grands metteurs en scène britanniques qui ont commencé à la télévision. C'est vrai qu'il qui ont continué à la télévision, il n'y avait pas de souci, de toute façon, il n'y avait pas de volonté, il n'y avait pas de problème. Le seul problème était des problèmes généralement de budget ou des problèmes de temps de tournage. Vous deviez réaliser en 10 jours. Justement, on a invité ici Ken Loach et Macnee à Nîmes, aux écrans britanniques, et qui ont fait une partie importante de leur carrière à la télévision. Absolument. Les Monty Python, beaucoup de gens. On a une question sur une ressemblance avec les Cybermen de Doctor Who. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus récent. Est-ce que c'était les Cybermen avant les… C'est une bonne question. Je n'ai pas les dates exactes. Je ne pense pas qu'il y ait de ressemblance, entre guillemets, mais je pense que ça fait partie de l'imaginaire général de tout ce qui est science-fiction et fantastique.
Mais je pense pas qu'il y ait vraiment les Cybermen de Doctor Who datent d'avant, si je me souviens bien. La série a dû démarrer en 61, mais je suis pas bon sur les dates et ça serait délicat. Je ne sais pas s'il y a une volonté de ressembler. Surtout qu'en plus, les Cybermen sont quand même des créatures soi-disant extraterrestres, alors que là, on est dans un robot totalement constitué et tout. Par contre, si vous regardez les Cybermen de Jean-Paul de Cuir, et si vous vous souvenez d'une bande dessinée de votre enfance qui s'appelait Le Robot Archie, qui était une bande dessinée britannique qui sortait en France dans plusieurs magazines, Archie le robot, là par contre, vous verrez quand même qu'il y a une violente ressemblance entre les Cybermen et entre ce robot qui était le héros d'une bande dessinée qui paraissait toutes les semaines dans un magazine anglais et qui était édité en France. Mais les Cybermen, je ne suis pas certain. Il faudrait que je vérifie les dates. En tout cas, bon, voilà, dans les origines des personnages, ce n'est pas la même chose. De plus, les Cybermen sont devenus des personnages quasi récurrents. Ils revenaient presque toutes les saisons dans Doctor Who. Alors que là, certes, ils ont eu du succès dans Champion du Cuir, ils sont revenus 3 fois, mais c'est 3 fois quand même de façon très étendue. La première fois, c'était dans la série Noir et Blanc, puis dans la série Couleur, c'est bien que vous avez vu, et après, il a fallu attendre quand même plusieurs années pour qu'il y ait le retour des Cybermen, The Last of the Cybernaut, dans les nouveaux chapeaux de cuir, dans les nouveaux comment dire, une réponse des Avengers au succès de la BBC avec la télévision populaire, style Doctor Who. Oui, c'est vrai ça, que par contre, oui. l'intérêt des lecteurs, des téléspectateurs, c'était quand même très important, les feuilletons. Ça, oui, par contre, il y a toujours eu une volonté de la part de ITV de concurrencer évidemment la BBC. Et c'est vrai que Doctor Who était devenu, à la grande surprise de la BBC, un point de repère pour le tea time du samedi, pour la diffusion du samedi tea time sur la BBC. Donc, il y a toujours eu une volonté de concurrencer ça. Je ne pense pas que ça soit, je pense pas que ça soit au point qu'on essaie de reprendre les mêmes choses. Mais là encore, je ne suis pas dans la tête des gens. Et en tout cas, mais en tout cas, dans la création des cybernautes, il n'y avait pas vraiment une idée ou une volonté de se dire ah, il y a les Daleks ou il y a les Cybermen, donc on va refaire la même chose. Je pense que c'était plus histoire d'aller dans l'imaginaire global, dans lequel, de toute façon, en Grande-Bretagne, il y avait un certain amour pour les robots, quoi. Il faut dire, je peux faire une petite parenthèse, c'est que la première série originale pour la télévision britannique, ça s'appelle Quatermass et c'était en 53. Et Quatermass, c'était déjà de l'épouvante SF, en fait, ce qui peut sembler incroyable, mais c'est la première fiction en Angleterre créée spécialement pour la télé. Et donc, il a largement influencé Doctor Who. Je me méfie toujours quand on dit c'est la première, c'est le premier, etc., parce que vous avez toujours quelqu'un qui nous écoute en ce moment qui dit ah non, moi, j'ai repéré 6 mois avant la diffusion de tel truc. Je me méfie toujours énormément de ce genre de choses. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Non. Mais je le dis, je l'assume. Non, ça c'est par contre, c'est documenté. Quatermass de Nigel Kneale est une très très grande création qui a marqué, parce qu'elle était en direct, dans les conditions du direct, a donné lieu à un long métrage après, donc a été retourné en version long métrage. Et le personnage de Quatermass, le professeur Quatermass, a donné lieu à 3 ou 4 séries différentes. Oui, absolument. Mais il y a toujours eu une appétence, de toute façon, dans les pays anglo-saxons pour l'imaginaire, la science-fiction, le fantastique et des choses comme ça. La télévision n'y a pas échappé. Il n'y a qu'en France. Oui, mais c'est bizarre parce que la science-fiction, on parle de la science-fiction, parce qu'il y a beaucoup de science-fiction dans The Avengers. La science-fiction anglaise, c'est H.G. Wells, et la science-fiction française, elle existe, il y a Jules Verne. Ouais. Mais H.G. Wells a eu beaucoup plus d'impact. Finalement, l'impact de Jules Verne en France, là, on pourra en discuter. En tout cas, sur la télé, ça se discute. Qu'est-ce que j'allais… Oui, il y a des questions sur le nom des personnages. Emma Peel, est-ce que John Steed, est-ce que ça a une signification particulière? Sur le personnage de Mère Grand aussi, qui est absent de ces épisodes. Ouais, John Steed, ça n'en a pas. Emma Peel, oui. Au moment de trouver le nom du personnage de Emma Peel, je crois que c'était un assistant qui a dit il faut l'appeler M. Appeal, Man Appeal. Ouais. Parce que c'est une femme qui appelle le désir des hommes. D'accord. C'était très sexué dès le départ, en fait, mais à la limite, déjà le personnage joué par, comment dire… Tom Beckman. Ouais.
Déjà, le personnage avant Emma Peel était pas joué par Honor Blackman, était déjà sexué, mais Emma Peel, c'est encore beaucoup plus, quoi. Il y a une volonté, en tout cas, de faire un personnage très sexué, qui est à la fois une femme très sexy, très femme, et à la fois qui a une autonomie, une indépendance. Et je trouve que le personnage d'Emma Peel est absolument révolutionnaire si on regarde les types de rôles féminins qu'il y avait à l'époque à la télé. Alors, c'est exactement ça. À savoir que, oui, on est à la télévision et donc on prend un personnage féminin qui est très belle, sculptural, tout ce qu'on veut. Oui, on est quand même dans les années 60. C'est Carnaby Street, c'est les Swinging 60s, etc. Donc, oui, on prend un personnage, on essaie de trouver une actrice. D'ailleurs, Diana Rigg n'est pas la première, mais on essaie de trouver une actrice très très forte. Ensuite, oui, c'est très sexué, oui, il y a des allusions sexuelles dans la série, des doubles entendres, comme on dit, oui, il y a des séquences, il y a des moments dans la série dans lesquels c'est très 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 très... On est en plein dans l'allusion au bondage, etc. Donc oui, absolument. Mais, face à ça, vous avez tout à fait raison, Champion de cuir est quasiment la première série dans laquelle la femme n'est pas la victime hurlante qui va se faire sauver par l'homme. Oui, c'est très marrant parce que justement, dans le retour de Cybernauts, il y a le rôle de la secrétaire qui, elle, est la parfaite potiche qu'on entend crier d'ailleurs, et l'opposé, justement, la caricature dans le sens. Et ça, c'était une volonté très, très, très nette de Brian Clemens. Une femme dans la série... Elle s'en sort toute seule, en fait. Il va la chercher, mais elle s'en sort toute seule. Là aussi, c'est vrai, The Host of Jack Built est vraiment intéressant parce que là, Steed, il sert à rien, quoi. Tout ce qu'il fait appeler... C'est le gentleman. Voilà, c'est le gentleman, mais tout à fait. Et on peut bâtir des épisodes uniquement sur le personnage d'Emma Peel. C'est pour ça que je vous ai montré The House of Jack Built, parce que House of Jack Built est uniquement sur le personnage d'Emma. Ça permet à Patrick Macnee de prendre quelques jours de vacances, mais ce n'est pas le souci. Je veux dire qu'il faut se dire le personnage est suffisamment fort pour ne pas dépendre du personnage masculin. En tant que tel, elle peut mettre en place un épisode. Et c'est complètement la volonté de Brian Clemens. Okay. Quand Honor Blackman a pris le rôle de Cathy Gale dans la série, au départ, c'était écrit pour, si vous vous souvenez bien, il y avait auparavant le personnage masculin qui était le partenaire de John Steed, à savoir le Dr. Keel. Et les scénarios étaient écrits pour le Dr. Keel. Donc les scénarios étaient écrits pour un homme. Honor Blackman, quand elle est arrivée, quand on lui a dit voilà, tu vas jouer le nouveau partenaire de John Steed dans la série, elle a pris un rôle qui est destiné à un homme et à des scripts qui étaient un peu refaits, mais qui étaient au départ bâtis pour un homme. Donc, elle s'est fondue dans l'idée qu'elle était l'égale de son partenaire. Dans la série, d'ailleurs, avec Diana Rigg, le personnage de Steed ne dit jamais « c'est mon assistante ». Jamais. Il dit toujours « c'est ma partenaire ». Oui, tout à fait. Il y a une certaine égalité entre les deux personnages. On n'a pas l'impression que... 66-67 à la télévision, c'était du jamais vu. Oui, et tout à fait. Et alors, donc, c'est pour ça que en effet, ça a marqué, quoi. Bien sûr. Parmi les questions qu'il y avait, effectivement, c'était comment s'appelle l'acteur qui joue dans Star Wars. Vous voyez, comme quoi, en fait, ça c'était Peter Cushing, tout simplement. C'était le grand Peter Cushing. Tout à fait, exactement. Donc là, vous avez, merci Alain, nostalgie de génération, attendez, de destination série. Donc voilà, vous avez un fan qui aussi. Et on a aussi. Le nostalgie à voir, on continue de faire des choses formidables de nos jours. Hein. Moi, je fais un podcast, c'est quasiment l'équivalent de l'émission que je faisais il y a 10 ans, hein, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans, c'est pareil. Oui, vous êtes encore très présent. Il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, quand même. Le film éponyme The House that Jack Built, Lars von Trier, aurait-il un quelconque lien avec le premier épisode que nous avons vu? Alors, non. The House that Jack Built, c'est le nom d'une cantine, d'une chanson pour enfants. Le fou, voilà. Et en fait, qui donne le nom au personnage. Et effectivement, il doit avoir 2-3 films en dehors du film de Lars von Trier qui s'appelle The House that Jack Built. Absolument.
Et c'est parce que, en effet, c'est au-delà même de cet épisode. C'est une comptine, c'est un nom c'est une phrase qui est un peu connue en Grande-Bretagne ou des choses comme ça. Mais en effet, je ne pense pas que Lars von Trier ait vu l'épisode, etc. Et l'épisode n'est pas suffisamment connu pour ça. De Chapeau melon bottes de cuir, il y a des épisodes qui sont devenus célèbres. Entre autres, celui avec The Hellfire Club, Touch of Brimstone, qui est devenu très, 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 très célèbre pour d'autres raisons, un petit peu, on va dire, voilà. Mais pas sûr. Enfin, celui-ci, c'est un épisode parmi tant d'autres. Donc, le titre n'a pas plus marqué qu'autre chose. Ouais. Par contre, si on parle de titres qui ont marqué et qui se sont inspirés, il y a eu un vrai problème, puisque la série, je vous le rappelle, s'appelle, dans la version originale, Avengers. Et qu'aux États-Unis, il y a aussi des Avengers. Ouais. Si vous voyez bien de qui je veux parler, il y a quand même des messieurs en spandex, en collant, etc., un dieu nordique, enfin voilà, il y a quand même des personnages qui s'appellent Avengers. Donc, c'était, je veux dire, voilà quoi, il y a quand même eu un petit souci. Il y a une bande dessinée Chapeau melon bottes de cuir qui est sortie aux États-Unis et qui ne pouvait pas s'appeler Avengers parce qu'il y avait déjà une bande dessinée Avengers. Ça s'appelle comment alors? Ça s'appelait John Steed et Patrick Mahony. Si vous avez 2 secondes, je peux vous la montrer. Mais il va falloir que je quitte l'antenne. Ma pile, un truc comme ça. Si vous avez 2 secondes, je vous la montre. Mais là, je vais disparaître de l'image. Je ne sais pas. Mais plus généralement, peut-être avant ça, concernant les États-Unis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus de la réception justement de la série aux États-Unis? Voilà, oui, d'accord. D'accord, John Steed et ma pile, les noms des personnages, effectivement. Oui, alors je vous demandais qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de la réception de la série aux États-Unis? Ça a été un véritable phénomène pour une série britannique. C'est ça. Pour une série britannique qui était en prime time aux États-Unis, puisque c'était en prime time, hein. C'était pas du tout l'après-midi ou c'était pas sur le Disney, c'était en prime time sur un network américain. Ça a été une véritable révolution. À titre de comparaison, il y a eu relativement peu de séries britanniques qui ont franchi quand même le cap à l'époque. Destination Danger l'a franchi, Le Prisonnier aussi, mais c'était pendant l'été. Là, c'était pendant la saison. La série s'est retrouvée en couverture de TV Guide, qui était quand même le magazine télé, c'est l'équivalent de Télé 7 jours aux États-Unis, et ça a véritablement provoqué vraiment un phénomène. C'est devenu un phénomène aux États-Unis. C'est vraiment, ça a absolument, totalement cartonné aux États-Unis. Il y a ce bouquin, je vous montre que les bouquins, c'est marrant. Hein. Il y a ce bouquin qui existe. Oui, c'est marqué. Hein. The 100 Greatest TV Show of All Time. Donc, on y va carrément. Hein. C'est pas on vous recense une quarantaine de séries ou comme ça au hasard. C'est The Greatest of All Time. Les plus formidables de toute l'histoire de la télévision. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce bouquin? Bon, là, on trouve Clair de Lune, mais là, on trouve The Avengers, Chapeau melon bottes de cuir. Avec une longue litanie sur le fait que Emma Peel était formidable et que Patrick McNee, etc., etc. Donc, dans un bouquin qui est consacré, dans un bouquin américain, qui est consacré aux séries américaines, dans lequel vous avez du I Love Lucy, vous avez des choses comme ça, et ben, vous avez quand même Chapeau melon bottes de cuir. C'est vous dire l'impact que ça a eu. Ah non, l'impact de Chapeau melon bottes de cuir aux États-Unis a été immense, à tel point qu'il y a eu, on peut dire que grosso modo, beaucoup de séries policières, des duos, ce qu'on appelait aux États-Unis les Boys Girl Detective Show, à la télévision, qui existaient déjà avant, mais quand même, se sont multipliés à cause de Chapeau melon et bottes de cuir, pour essayer de recréer l'équilibre entre hommes et femmes, un peu genre Pour l'amour du risque ou des trucs comme ça. Il y a eu quand même plein de séries qui se sont dit, OK, on va aller dans cette direction-là. De plus, Chapeau melon et bottes de cuir est arrivé aux États-Unis au moment où c'était un petit peu la folie des séries d'espionnage. Il y a eu Destination Danger, il y avait James Bond au cinéma, etc., etc. Donc, il y avait une espèce de... les agents très spéciaux, Man from Uncle, et ainsi de suite. Il y avait à la télévision américaine à cette époque-là une tendance nette pour tout ce qui était espionnage. Il y a même eu les Mystères de l'Ouest qui étaient, si vous vous rappelez bien, et moi, c'était un espion. Ouais. Tout à fait. Et mélanger aussi le mélange de science-fiction et tout ça qu'on a dans Avengers. Tout ça a bien marqué. Et donc, c'est vrai que le personnage d'Emma Peel a marqué aux États-Unis à tel point que quand elle a quitté Chapeau melon bottes de cuir, quand Diana Rigg a quitté Chapeau melon bottes de cuir, elle a eu droit à une sitcom
Oui, aux États-Unis. Ouais. Qui n'a pas duré longtemps. Je crois que ça a juste duré une saison. Ça a duré une saison. Ça s'appelait Diana. Je regarde la date parce que la date est marquée ici. C'était en 73. Ouais. Ça s'appelait Diana. Et justement, revenons sur Diana Rigg, parce qu'en plus, elle était connue avant de faire cette série télé. Elle avait joué, elle faisait beaucoup de théâtre, elle avait fait des trucs, elle avait joué dans des pièces prestigieuses. Il me semble qu'elle avait tourné aussi dans une adaptation de Shakespeare. Bref. Et voilà, c'est quelqu'un qui avait quand même des ambitions en tant qu'actrice et tout ça, et qui voyait pas forcément en, disons, faisant Diana Rigg, Emma Peel à la télévision, elle voyait pas ça vraiment comme le sommet de sa carrière. Hein. Et d'ailleurs, il y a eu, c'est vrai, elle y est restée 2 ans, ou c'est 1 an, 2 ans, pas tant que ça finalement, parce qu'ils ont tourné beaucoup d'épisodes. Et en partant elle est retournée au théâtre à des choses qu'elle estimait plus sérieuses. Bon, elle a joué aussi dans le James Bond. Mais sinon, elle s'est vraiment beaucoup tournée vers le théâtre. Et pendant longtemps, en fait, elle refusait de parler de chaperon et bottes de cuir. Ah non, ça non. C'est frustrant qu'on la réduise voilà, à ça. Exactement. Et en plus, quand elle est morte, effectivement, il y a eu beaucoup de journaux qui rappelaient le fait que, voilà, elle avait eu des problèmes à l'époque du tournage de Chameron et bottes de cuir et s'était rendu compte qu'elle était moins bien payée que le caméraman. Absolument. Donc, il y a eu toutes ces histoires et tout ça. Peut-être que vous pouvez nous en dire plus. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, c'était une actrice de théâtre, mais c'est une actrice. C'est pas pour autant que c'est une actrice sérieuse. Comme je vous disais tout à l'heure, il y avait une porosité quand même entre la plupart des milieux cinématographiques, théâtre, télévision. Je veux dire, il n'y avait pas de sous-genre dans les pays anglo-saxons. Mais c'était à la base une actrice de théâtre. Alors là, j'ai mes notes parce qu'évidemment, de tête, je ne vais pas tout. Voilà. Elle est dans le Yorkshire en 1938. Elle faisait partie du Royal Shakespeare Company. Elle y a joué Macbeth, le Roi Lear, le Misanthrope, Pygmalion, Antoine et Cléopâtre. C'était elle qui était Cléopâtre, évidemment. Médée, Phèdre, Britannicus. Donc toutes les pièces classiques, elle les a faites. Mais c'était une volonté de sa part. Voilà. Elle est arrivée à la télévision dans Chaperon et bottes de cuir parce que je crois que c'est Peter O'Toole qui lui dit tiens, il faut un casting pour cette série qui recherche une nouvelle partenaire après Honor Blackman, tu devrais y aller. Marrant, hein. Et il n'y avait pas de côté non, je ne veux pas, c'est de la télé, c'est moche, etc. C'est que simplement, sa carrière se faisait plus au théâtre. Elle a été plus motivée par jouer des pièces classiques. Chacun son truc, hein. Elle est plus motivée par des pièces classiques. Il s'avère qu'elle a passé un casting, il s'avère qu'elle n'a pas été prise. Puisque c'est quelqu'un d'autre qui a commencé à tenir le rôle de Emma Peel dans la série. Elizabeth Shepard, qui a tourné 2 épisodes, enfin, un épisode et demi, dans le rôle de Emma Peel. C'est une Emma Peel très différente, avec une tenue différente, flamboyante, etc. Enfin, mais c'était Emma Peel. Et Elizabeth Shepard, au bout d'1 épisode et demi, ça n'a pas collé. Les producteurs se sont dit, ça ne colle pas, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Donc, on met tout à la poubelle et on cherche quelqu'un d'autre. Il faut oser, il faut pouvoir. L'épisode et demi qu'a tourné Elizabeth Shepard, en effet, est parti à la poubelle. Il n'a jamais été monté véritablement. Enfin, voilà. On n'a que des photos de personnages. C'est tout. Exactement. Mais et c'est là où ils sont repartis vers du casting. Il y avait plus de 60 personnes qui sont passées. Et ils se sont dit, trouvons le personnage. Et ils ont pris le personnage ils ont pris Diana Rigg qui a accepté de tourner d'abord dans une première série qui était du noir et blanc, puis ensuite, puisque la série a été vendue aux États-Unis et qu'il y avait la volonté de faire une 2e saison couleur et que ça marchait bien dans une saison couleur. Mais en effet, autant ça s'est très très bien passé entre elle et Patrick Macnee, mais très très bien. Ça a été vraiment formidable entre eux. Il y avait une complicité. Patrick Macnee m'en a parlé des dizaines de fois. Enfin voilà, il est très ému. À chaque fois qu'on parle de Diana Rigg, il a toujours dit des choses extraordinaires sur Diana Rigg. C'est la plus grande actrice de son temps. Enfin voilà, vraiment, vraiment. Elle m'a appris beaucoup, etc. Enfin, quand même, Patrick Macnee, un acteur qui a quand même fait énormément de télévision, de cinéma et de théâtre avant, qui ose dire de cette actrice, elle m'a appris beaucoup, c'était quand même pas mal. Donc, ils se sont très bien entendus. Par contre, on est quand même en 66-67, à la production, on considère qu'une femme ne vaut pas autant qu'un homme.
combat qui n'est pas terminé complètement à notre époque, mais tout de même, on considère que la femme ne vaut pas autant. On considère, même si dans la série Emma est l'égale de Steed, en termes de production, c'était pas légal. Donc, il y avait des délais de tournage qui étaient ceux d'une série télé, 10 jours par épisode, c'était quand même pas grand-chose. Elle devait faire énormément de cascades et de choses comme ça, mais aussi, en effet, le salaire n'était pas à la hauteur. Et quand elle s'est rendue compte que le salaire était vraiment, que quelque part, il y avait des techniciens qui étaient plus payés qu'elle, elle dit, je ne suis pas très considérée, quoi. De plus, il faut bien se rendre compte, le tournage d'un épisode de Chapeau de cuir, c'est 14 heures par jour. Ouais. Et les épisodes s'enchaînent. C'est pas je fais un épisode, enfin, ce n'est pas je fais un épisode pendant 10 jours, puis je prends des vacances, puis j'en fais un autre, puis je prends des vacances, puis j'en fais un. Non. C'est à la suite. Tout s'enchaîne. Vous terminez un épisode, le lendemain, vous en démarrez un autre. 10 jours après, vous en démarrez encore un autre, avec un autre réalisateur, avec un autre script, et ainsi de suite. C'est complètement éreintant. C'est pour ça que certains épisodes, comme celui-ci, par exemple, le Joker, ou comme House of Jack Bull, étaient des épisodes dans lesquels, clairement, il y avait une volonté de dire, bon, on va faire un épisode sans l'un pour qu'il puisse se prendre un peu des vacances avec l'autre, parce que c'était quand même une mécanique qui tournait en permanence. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est usant. Au bout de 2 saisons et au bout de tant d'épisodes que ça, on a fait le tour du personnage. Après, la volonté est telle, parce que tout ça pour vous dire que ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était aussi une question de qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce personnage. Je l'ai joué pendant 2 ans. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter de plus? On est passé d'un style, on a voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? A priori, rien d'autre. Donc, c'est un peu normal pour n'importe quel acteur ou actrice de se dire, au bout d'un moment, j'ai fait le tour du personnage, le personnage n'évolue pas ou n'évolue plus, je vais en rester là. Ouais. Et je vais passer ailleurs et je vais me tenter d'autres choses. Surtout si au départ, on n'est pas mu par une volonté de célébrité. Puisque, comme vous l'avez dit, c'est quand même une actrice de théâtre. On n'est pas célèbre en devenant une actrice de théâtre. D'ailleurs, du coup, elle a joué assez peu de rôles marquants au cinéma, on pense, mais elle a quand même été la James Bond girl, la seule, je crois, s'être mariée avec James Bond, hein, il me semble. Alors, c'était juste après Chapeau de cuir, ce qui est quand même très ironique, puisque Honor Blackman a quitté la série pour devenir James Bond girl dans Goldfinger, et elle, Diana Rigg, quitte la série pour devenir une des plus génialissimes James Bond girls dans Service secret Sa Majesté, qui est, on est entre nous, voilà, quand même, le meilleur James Bond. Voilà, il faut être quand même très clair. Et en termes d'apparition filmique, voilà, il y a Théâtre de sang qu'on aurait Theatre of Blood avec Vincent Price, qu'on aurait adoré vous montrer, mais malheureusement, ça a été un labyrinthe sans fin pour les droits et on s'y est perdu. Mais voilà, c'est vrai que sinon, elle n'a pas eu beaucoup de grands rôles au cinéma. Et finalement, les 2 rôles les plus connus d'elle, en fait, pour les gens, c'est à la fois son rôle d'Emma Peel et dans les dernières années de sa vie, le rôle qu'elle a eu pour la série de HBO Game of Thrones. À savoir Olenna Tyrell dans Game of Thrones, tout à fait. Mais c'est vrai qu'elle a fait quand même d'autres choses. Elle a fait des apparitions dans les longs métrages, mais surtout, elle a fait cette série en 73. Elle est apparue dans une autre série qui s'appelait The Mrs. Bradley Mystery. C'était en 98. Et là, c'était carrément. On était un peu dans le Agatha Christie, on va dire. Conventionnel. Elle est apparue dans des épisodes de Doctor Who, mais des épisodes récents de Doctor Who, avec sa fille, tout à fait. Elle est apparue dans des téléfilms, entre autres un téléfilm qui lui portait beaucoup à cœur, qui s'appelait Mother Love. Et donc voilà. Mais oui, son monde, son expérience artistique, c'était au théâtre. Je voudrais intervenir là-dessus, justement, parce que j'ai le sentiment, à voir
ces épisodes comme d'autres épisodes, qu'elle ne s'investit pas totalement dans le rôle, elle garde une certaine distance ironique. Le personnage lui permet de faire vis-à-vis ça. de ce personnage. Absolument. Vous avez très bien vu, parce que c'est exactement ça, mais c'est pas qu'elle s'investit pas dans le rôle. Vous êtes obligé de vous investir quand vous y travaillez 6 jours sur 7, 14 heures par jour. Par contre, le personnage qui est conçu lui permet ce regard ironique aussi. C'est exactement ça. Le personnage lui-même était un personnage ironique, tout comme le personnage de Steed. Et si les scénarios étaient très écrits, si Brian Clemens et tous les scénaristes écrivaient les scénarios très précis, et que les dialogues étaient quand même écrits et ainsi de suite, il y avait une volonté de la part de Diana Rigg et de Patrick Macnee, c'est Patrick Macnee qui me l'a raconté, de reprendre chacun des scénarios et de rajouter des situations, des éléments, sans quitter la ligne directrice de la série, sans partir sur des délires, bien évidemment, mais en tout cas, de rajouter soit des phrases, soit des positions, soit des situations amusantes, délirantes, genre Steed arrive chez Emma et Emma est en train de jouer du corps de chasse, enfin quelque chose. Enfin, oui, voilà. Tout à fait. Et on sent bien la volonté de s'amuser dans le. On le sent bien qu'il y a un truc, il y a une complicité, il y a une volonté un peu de se divertir. Et le côté quasi industriel. Effectivement de la production, on le ressent si on regarde les épisodes à la suite, où tu as forcément une certaine répétition. Je crois que je sais plus si c'est Diana Rigg qui disait justement qu'elle a été incapable de se souvenir d'un épisode, parce que pour eux, c'était tellement enchaîné les uns aux autres, c'était toujours un scénario un peu accalabrant, que en ressortir un épisode devenait pratiquement impossible à la fin. D'un autre côté, de toute façon, c'est un petit peu ça la base d'une série télé. C'est que vous pouvez difficilement vous dire je travaille dessus, mais je vais avoir du recul pour me rendre compte que l'épisode 27 est différent de l'épisode 36. Pour une série télé, c'est malheureusement un peu ça. Ensuite, c'est justement toute la capacité de créer son personnage et de le faire vivre à travers 36, 42 ou 75 épisodes qui fait que vous avez bien plus de capacités, bien plus de possibilités artistiques que dans un long métrage de 2 heures. Mais tout dépend en effet de ce qu'on fait jouer, tout dépend du personnage, tout dépend de son évolution et ainsi de suite. Mais à la base, voilà, oui, vous ne pouvez pas vous souvenir exactement de l'épisode, mais par contre, vous vous souvenez de l'évolution de votre personnage et vous vous souvenez carrément des caractéristiques de votre personnage. C'est le but. Vous démarrez un nouvel épisode, vous n'avez pas à tout reprendre à zéro. C'est le réalisateur qui reprend tout à zéro, c'est le scénariste qui reprend tout à zéro. Vous, non. Vous êtes dans votre personnage et vous êtes là pour dire « Ah non, elle ferait ça, mais pas ça ». Et en effet, vous avez tout à fait raison, il y avait une complicité entre les deux, toujours, depuis le début. Il y avait un profond respect de Pat Macnee, qui était un vrai gentleman pour Diana Rigg, tout comme pour Linda Thorson, mais spécifiquement pour Diana Rigg. Ça a toujours très bien fonctionné à eux deux, et ils avaient très bien compris que la série était un peu un cartoon, une parodie de la série d'espionnage ou du thriller, et sans s'éloigner de la trame de base, il fallait absolument que les séquences entre eux puissent qu'on puisse rajouter à ces séquences un petit degré un peu ironique, un petit degré un petit peu de second niveau de lecture. Quelquefois, c'est à travers un regard, quelquefois, c'est à travers une phrase, c'est à travers dans un épisode qui s'appelle Mission Highly Improbable, dans lequel, alors là, sérieux, c'est complètement improbable, Steed devient minuscule, tout petit, voilà, il y a un rayon qui le fait rétrécir. Emma le voit, dit « Est-ce que tout est à proportion ?» Donc voilà, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Évidemment, on n'insiste pas dessus. Évidemment, il n'y a pas de rire enregistré derrière. Évidemment, il n'y a pas tout ça. Mais je veux dire, on est en 67. Il faut oser ce genre de remarque. C'est du double entendre. C'est à fond comme ça. Et une série comme Chapeau de cuir pouvait se le permettre. Alors que d'autres séries bien plus réalistes ne pouvaient pas. Et c'est justement ce que je vous disais au début, ce côté un peu Avengerland, ce côté on est dans un autre monde, on n'est pas dans la vie réelle. Les mecs, vous regardez une série, mais ce n'est pas la vraie vie. Ils n'existent pas vraiment, ces gens-là. Donc, à partir de là, vous pouvez tout vous permettre. Ouais, on a eu pas mal de remarques sur le changement. Effectivement, c'est assez brutal de voir les 2 épisodes à la suite, parce qu'on passe d'un noir et blanc très léché à du Technicolor flamboyant. Et du coup, voilà, tu as vraiment des gens qui préfèrent la période noir et blanc, parce que c'est du. Pas mal de. Je préfère la noir et blanc. Voilà, où la couleur, ça me rappelle IMF. Alors, je ne sais pas ce que c'est IMF, à voir sur Paramount Channel.
IMF, c'est Mission Impossible. C'est pas un titre. C'est Impossible Mission Force, mais c'est pas le titre de la série. C'est Mission Impossible. Mission Impossible est quand même beaucoup plus réaliste, beaucoup plus glauque, beaucoup plus sordide, y compris même dans la texture de l'image. Mission Impossible, dans la texture d'image, est quand même filmée de façon plus réaliste que Champion de bottes de cuir, qui se voulait beaucoup plus flamboyant pour les raisons qu'on a explicitées. Mais oui, bien sûr, il y a une différence. Moi, j'aurais tendance à dire c'est justement l'intérêt. Passer en couleur est une contrainte. À partir du moment où les Américains ont dit « Ok, votre série nous intéresse, vous avez déjà des épisodes noir et blanc, on vous la prend, mais par contre, les prochains, vous les ferez en couleur », vous ne pouvez pas dire non. En plus, de toute façon, la couleur, c'est la suite. Enfin, je veux dire, mais on le voit très bien encore de nos jours. Il y a eu quand même un maximum de production noir et blanc qui ne voit plus. On parle de télévision, là. Il y a quand même un maximum de production noir et blanc qui ne sont plus diffusées de nos jours et qui n'étaient même plus diffusées 10 ans après parce que simplement, le noir et blanc était passé de mode. C'est évident. J'ouvre une petite parenthèse. Comme vous l'avez vu, les épisodes sont dans 4/3, c'est dans le format carré, hein, c'est le format que vous voyez ici. C'est totalement, entièrement et inimaginable de diffuser ça sur n'importe quelle chaîne de télévision publique de nos jours. Alors, je crois que Francis tu voulais bouger. Simplement, on vient d'avoir un message dans le chat disant qu'on était heureux de te voir à l'écran. Voilà, parce que Francis est quand même le pilier de notre festival et il nous manque un peu cette année parce qu'il est un peu en retrait des écrans. Mais aujourd'hui, on a réussi à le tirer. N'hésitez pas à nous poser aussi des questions. Nous aussi, on est heureux d'avoir Francis avec nous. Donc, oui, pour revenir à The Avengers, donc, et c'est vrai que je vois par rapport aux épisodes, ce que faisait la BBC à l'époque, notamment avec Doctor Who, il y a quand même une sacrée différence de moyens. Pour The Avengers, finalement, les moyens, on les voit quoi, à l'écran quand même. C'est incroyable les décors qu'ils se permettent, la direction artistique et tout ça. C'est effectivement, ça fait plus penser à ce que faisait la Hammer à l'époque que la BBC avec ses moyens. Il y avait une volonté cinématographique. Il y avait une volonté de faire une série qui puisse s'exporter, qui soit donc quelque chose de qualité. C'est pas simplement une question de support, 35 mm, film, etc. C'est une question de, OK, si on veut que les États-Unis, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la France nous regardent, il ne faut pas faire quelque chose de cheap. C'est pas que les productions de la BBC étaient cheap, c'est que quelque part, on était plus dans la série dramatique. On était plus dans le drama télé. On était plus dans la production locale, à savoir l'Angleterre, qui n'était pas destinée à s'exporter, mais qui était destinée à être vue un soir à la télévision britannique, tout comme en France, on avait nos dramatiques qui étaient destinés à l'ERTF et pas à l'exportation. Champion de bottes de cuir a été, même si elle a conservé, et c'est ça qui est très fort, même si elle a conservé son identité britannique, ils ne se sont jamais séparés du chapeau melon, ils ne se sont jamais séparés de l'accent. Enfin voilà, c'est toujours resté extrêmement anglais, extrêmement british. C'était la carte postale anglaise, la carte postale de l'Angleterre, mais c'est devenu une série internationale. Tout à fait. Grâce au budget des ventes, grâce au budget des États-Unis, c'est devenu une série internationale. C'était l'équivalent de certains films de ce qu'on appelle du swinging London, quoi. C'était une image de Londres un peu fantasmée, très connue, qu'on retrouve effectivement dans le cinéma, dans Help des Beatles, dans ce que faisait Richard Lester. C'est un peu lui c'est un Américain d'ailleurs, c'est ironique, mais du coup c'est lui qui a amené un peu aussi à l'écran cette image. Tout à fait. Et c'est bien ce qu'on ressent effectivement avec The Avengers. Mais on est complètement là-dedans. L'autre grand concurrent de Champion de cuir à l'époque, c'était donc Sir Luke Wade avec sa firme ITC, qui produisait donc des Destinations Danger, Département S, qui était ni plus ni moins qu'une copie de Champion de cuir, qui ensuite a produit Le Prisonnier, qui ensuite a produit... Bref, il produisait 1 ou 2 séries par an, L'Homme à la valise, etc., mais des séries, là aussi, qui devaient se vendre aux États-Unis, qui devaient avoir des vedettes américaines pour attirer les ventes aux États-Unis. Martin Landau pour Cosmos 1999, Tony Curtis pour Amicalement Vôtre, etc., etc. Mais c'était quand même des séries qui étaient entre deux eaux, mais qui bénéficiaient d'un budget très important, souvent d'ailleurs avec les mêmes réalisateurs, les mêmes scénaristes, je vous le disais tout à l'heure, Brian Clements, mais il y avait une volonté d'américaniser les choses, de faire que ça ne paraisse pas comme une série purement british. Champion de bottes de cuir, jamais.
Chapeau et bottes de cuir, sauf dans les New Avengers qui étaient là beaucoup plus près de Starsky Hutch qu'autre chose, mais Chapeau et bottes de cuir, jamais. Il y a toujours eu cette volonté de respecter et d'être toujours très, très ancré dans le style britannique. On parlait tout à l'heure, quand on parlait de télévision, des Monty Python, on retrouve beaucoup dans Chapeau et bottes de cuir, dans les épisodes de Diana Rigg et dans les épisodes de Linda Thorson, l'humour un peu décalé, pince sans rire, les remarques, les clins d'œil, les allusions des Monty Python, quoi. C'est un humour typiquement british. Il y a eu la volonté à un moment de faire une version américaine de Chapeau et bottes de cuir. Il y a eu même Brian Clemens qui a écrit un épisode pilote. Ça n'a pas marché. C'était avec Morgan Fairchild dans le rôle principal. Je sais pas si vous voyez qui est Morgan Fairchild. Elle est sur IMDb, regardez. Ça, c'est pas ça, quoi. C'est une blonde pulpeuse avec des cheveux pas possibles. Voilà. C'est Dynasty, si vous voulez. C'est très bien, j'aime beaucoup. Mais c'est pas la même chose, quoi. C'est pas du tout. D'ailleurs, la BBC avait essayé de faire un concurrent aussi. Alors là, on le connaît pas du tout en anglais. Je me rappelle même plus le titre de la série, mais c'est sorti en DVD en Angleterre il y a quelques années. Adamant, je crois. Voilà, exactement, tout à fait. Adamant Lives, un truc comme ça. Et c'était l'histoire je crois, d'un gentleman du XVIIIe siècle, qui se retrouvait congelé et qui se retrouvait dans le long des années 60. Donc là, on a ce côté un peu aussi complètement fantasmagorique, mais aussi ce côté humour décalé à l'anglaise et complètement intemporel, en fait. Mais c'est totalement ça. Le but était en effet que ça soit intemporel. Alors, c'est devenu un atout. Parce que justement, si Chapeau et bottes de cuir, tout comme certaines autres séries, comme Les Mystères de l'Ouest ou des choses comme ça, peuvent encore être vues de nos jours sans se dire « oh là là, c'est dépassé », c'est justement parce qu'elles sont intemporelles, c'est justement parce qu'elles sont tellement dans leur univers qu'elles sont totalement intemporelles. Comme je disais tout à l'heure, il y avait une volonté de ne pas être lié ni aux éléments sociétaux, politiques, religieux, etc. d'une époque. C'est-à-dire que ce n'est pas connoté. Ça veut dire que, ok, il y a le côté Swing 60, il y a les couleurs, il y a le Technicolor, comme vous l'avez. Mais, hormis ça, hormis le format 4/3, hormis ce genre de choses, au niveau réalisation, au niveau rythme, au niveau style, vous regardez un épisode de Chapeau et bottes de cuir comme vous l'avez fait là aujourd'hui. Ça n'a pas vieilli. En termes de dialogue, de mise en scène, ça n'a pas vieilli. Contrairement au film The Avengers qui date de 80. Ne parlons pas des choses qui fâchent. Oui, ne parlons pas des choses qui fâchent. mais voilà, oui, c'est vrai que c'est un truc qui est très difficile à reproduire en fait. Et c'est vrai que des séries qui ont passé la barrière du temps comme de The Avengers, il n'y en a pas tant que ça. Pour Diana Rigg, en tout cas, ça a été. Pardon. Ah, d'accord. Ouais, je regarde le chat au niveau des questions. Excusez-nous, on a un peu l'impression parfois, et c'est de ma faute. Et je suis un passionné, et Alain aussi, on pourra en parler pendant des heures. Mais poser des questions, on est là pour ça. On a relayé tout ce qui avait été, ce qui avait été dit et demandé jusqu'ici. Donc, si vous avez des questions sur The Avengers ou sur Diana Rigg, surtout, n'hésitez pas. Mais oui, c'est vrai que c'est difficile à reproduire. Ce qu'on peut reproduire de Chapeau et bottes de cuir, c'est le duo. Comme je disais tout à l'heure, des séries dans lesquelles c'est un duo d'enquêteurs, hommes-femmes, il y en a eu un paquet, quoi. C'est pas problématique. Mais de reproduire exactement cette alchimie, de reproduire exactement ce style, c'est très compliqué, à tel point que les nouveaux Chapeau et bottes de cuir, c'est avec Purday, Gambit, etc., c'est pas du tout le même style, c'est quand même très très différent. C'est beaucoup plus noir, hein. Et d'ailleurs c'est beaucoup plus noir, il n'y a pas le truc un peu insouciant. C'est plus Starsky Hutch. On était à une époque dans laquelle il y avait une volonté que les fictions soient plus réalistes, soient plus en policier en fait. En Grande-Bretagne, des séries policières qui marchaient à l'époque, c'était Reagan et des choses comme ça. Je veux dire, il y avait une volonté, The Sweeney et compagnie, il y avait une volonté de plus réaliste. Et c'était la pleine époque de Starsky Hutch, donc il y avait une volonté de. Brian Clemens, ça fait après les professionnels. Donc il y avait une volonté de faire des séries plus d'action réaliste, des séries d'aventure. Et de ne pas reproduire l'univers de Chapeau et bottes de cuir d'avant. Il y avait un trio aussi. Et il y avait un trio, mais là, c'était pour d'autres raisons. Là, c'était vraiment pour des raisons plus, on va dire, pratiques, compte tenu de l'âge de Patrick Macnee. C'est ça. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse courir. Il n'apparaissait plus beaucoup à l'écran dans les New Avengers. Il était plutôt là comme le vieux tonton. Alors,
j'ai beaucoup d'affection pour Patrick, et donc, quelque part, non, mais oui, pour être Non, moi parfaitement aussi, je honnête. suis fan de Patrick Macnee. Mais voilà, mais il s'est bien amusé à faire les nouveaux championnats de cuir, bien sûr. Mais oui, de par l'âge, de par ses problèmes de santé, etc., c'était difficile pour lui d'être l'homme d'action comme il l'était dans l'ancienne série. Par contre, je crois qu'il a refusé une suite après, hein, il a refusé une série de plus. Voilà. Alors, c'est l'heure de thé, là, maintenant. L'heure du thé, c'est vrai, mais malheureusement, le service n'est plus ce qu'il était, que voulez-vous. C'est vrai qu'on attendait nos tasses de thé, mais voilà, c'est pas possible. Écoutez, je ne sais pas si on continue ou est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est vrai qu'on n'a personne pour nous arrêter de parler. Donc, si vous voulez, on reste à parler. On a une projection à 20h30 quand même de Zardo. Ce serait dommage de rater ça. Mais on peut peut-être demander à Alain de nous faire une belle conclusion. Voilà, sur Diana Rigg. Alors, faisons la conclusion sur Diana Rigg parce que c'est quand même en hommage d'elle. C'est quand même en hommage à Diana Rigg qu'on fait cette séance, oui, tout à fait. Diana Rigg a toujours refusé d'être catégorisée, d'être labellisée, d'être exploitée en tant que Miss Emapil. Il y a des moments dans lesquels elle a fait des mauvais choix, il y a des moments dans lesquels il y a par exemple 3 courts-métrages qu'elle a accepté de faire juste après sur les bottes de cuir. The Mini Killers et des choses comme ça, bon, c'est un peu bizarroïde, mais sa carrière a toujours été très intègre, on va dire. Et j'ai toujours tendance à penser que c'est pour l'avoir rencontrée relativement récemment, que c'est une dame qui savait exactement ce qu'elle voulait et qui savait surtout ce qu'elle ne voulait pas. Elle se souvient de Championnat de cuir avec beaucoup d'affection et beaucoup de tendresse, principalement pour Patrick Macnee. Elle se souvient de cette période vraiment comme une période, pas comme la période qu'il a fait connaître, mais par une période dans laquelle elle s'est vraiment éclatée, dans laquelle ça a été énormément de plaisir pour elle à jouer. Donc, à chaque fois que j'ai pu soit converser par fax interposé pour le livre, soit la rencontrer, soit avoir des échos, elle n'a jamais refusé. On disait tout à l'heure, elle refusait de parler de Chapeau de cuir, c'est pas tout à fait vrai. Elle refusait de faire le tour des talk-shows, des émissions, des interviews, etc., pour sans cesse reparler d'un rôle qu'elle avait tenu il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. C'est pas tout à fait la même chose. Je veux dire, je crois qu'on est tous et toutes un peu comme ça. Ça peut être amusant un jour de répondre à des questions de quelqu'un sur un travail que l'on a fait, vous et moi, il y a 20 ans. Mais si c'est systématique et c'est que ça, et si quelque part vous êtes en train de faire une nouvelle pièce de théâtre, si vous jouez Cléopâtre au théâtre et que vous devez vous asseoir une demi-heure avec un journaliste qui ne vous parle que du rôle d'Emma Peel et du sex symbole que vous avez été, je peux comprendre que ça gonfle un peu au bout d'un moment. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux comprendre. Je ne suis pas un sexe symbole, mais ça me gonflerait aussi. Mais je pense que donc, en dehors de ça, elle n'a jamais refusé la série, elle ne l'a jamais nié, elle n'a jamais été dans le déni de ce que la série a pu lui apporter, que ce soit la série, que ce soit le James Bond, que ce soit... Je pense qu'elle a totalement accepté tout son travail quand on a fait... quand on a modéré sa conférence pour Cannes Série il y a 2 ans. Il y avait, moi, je lui ai envoyé les textes avant, les questions, etc., à son agence, normal. Voilà. Il y avait peut-être des sujets qu'elle ne voulait pas aborder, etc. Il n'y a pas eu de souci. Il n'y a pas eu de non, ça, il ne faut pas l'aborder. Jamais. Juste une dernière question quand même. Alors, quelqu'un qui nous dit effectivement, j'ai toujours adoré les tenues de Diana Rigg, surtout avec la couleur, un style assez stylé, sportswear, mais hyper élégante, qui lui va magnifiquement à sa morphologie. C'est vrai qu'elle a une morphologie effectivement qui fait que ça lui allait très bien toutes ces tenues en plus, son jeu d'actrice et sa classe. Et donc, on me demandait qui les a créées, ces tenues, ces fameuses tenues je me rappelle Emma Peelers. Alors, pour ça, étant donné que je ne suis pas spécialiste modiste, c'est comme pour les bagnoles, mais ce n'est pas mon domaine. Je vais me référer à ce qu'on a écrit. D'accord. C'est plus simple. Ouais. Alors, attendez. Et on finira là-dessus, hein, sur la. Les tenues vous pouvez peut-être constater
Vous pouvez peut-être le constater de la façon dont je m'habille moi, si vous voulez. Je ne suis pas vraiment littéralement. Il y a un peu un style un peu Emma Peel quand même quelque part. Oui, c'est ça. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais donc voilà. Alors, dans ce bouquin, c'est vrai qu'on avait fait tout un chapitre sur les tenues. Voilà, je vous mets comme ça, vous pouvez le regarder par-dessus mon épaule. C'est plus simple. Et très jolie photo dans le. Alors, c'est en 40. Non, je crois pas que c'est entièrement noir et blanc. Mais là, c'est la période. Alors, c'est Alan Hughes. Alan Hughes. Ok. Alan Hughes qui avait fait pas mal de. Alun Hughes. Pardon, pas Alan, Alun. Alun Hughes qui avait fait pas mal d'Emma Pillers. Donc, là, voilà, vous avez votre réponse. Sur la série noir et blanc, par contre, avant, c'était John Bates. D'accord. Voilà. La saison noir et blanc, c'est John Bates. Ok. Qui a fait ses tenues. En tout cas, c'est effectivement à rechercher sur Internet pour voir après ce qu'ils ont fait, eux, d'où ils venaient. Ouais, c'était sûrement des personnes qui travaillaient dans le cinéma et tout ça, mais c'est vrai que elles sont tellement mythiques, ces tenues. Une période clé pour la mode. Tout à fait, exactement. Ouais. Voilà, et là, en effet, c'est la période John Bates. Ouais. Et les fameux Emma Pillers, qu'elle porte très peu dans la série, en fait. Ouais. Les tenues cuir, elle le porte assez peu. Là, c'est pour simplement une séquence d'introduction qui a été tournée pour les États-Unis. Mais ça, en effet, c'est John Bates. Okay, John Bates qui a créé ça. Lorsque Emma apparaissait dans cette tenue, on savait que le danger était proche. Oui, voilà. Dans les Emma Pillers, indique Hughes, Emma est pareil à un félin. Je lis carrément le. Voilà. Ouais. Mais c'est intéressant. Un félin qui se glisse silencieusement vers les lieux secrets de sa mission et on la sent prête à affronter n'importe quel assaillant. Les Emma Pillers étaient faits de crin pleine et de jersey, ils étaient complétés de bottillons de même tissu et de même couleur. Pour souligner plus encore l'aspect félin d'Emma Peel, Alun Hughes dessina également des manteaux de fourrure, l'un d'eux allant jusqu'à copier les motifs du pelage du tigre. D'accord. Bon, ça, j'aurais été incapable, moi-même. Si, allez, je pense qu'on fera un nouveau appel à vous, puisque ça fait quand même quelques années qu'on travaille aussi au festival sur la série, donc on espère vous voir très bientôt à Nîmes. Merci. Alors, on nous disait dans le chat que vos enthousiasmes respectifs sont contagieux. C'est vrai qu'on pourrait vous écouter des heures, on va être obligé de vous arrêter. On garde notre John Steed à nous jusqu'à ce soir pour la dernière séance qui sera donc. Attendez, Zardos, John Boorman, il a intérêt quand même. Mais d'un côté, je porte beaucoup moins bien le chapeau melon, moi. Non, et puis j'éviterai ce soir, je vous rassure, vous pouvez venir, je ne mettrai pas la tenue de Sean Connery dans Zardos. Non, c'est Bernard qui va l'aborder. C'est Bernard, c'est notre président, je lui laisse ça. Donc on reverra. Moi, Alain Carazé, il nous a promis tout à l'heure, il me l'a dit en off, qui s'habillera comme Emma Peel dans l'épisode de notre choix. Voilà, pour la prochaine diffusion d'épisode. Si vous voulez encore rester à l'antenne, si vous voulez avoir quelques personnes qui viennent, non, il vaut mieux pas. Mais si. Allez, au revoir. Merci soir, à 20h30. Au revoir. Merci à vous et bonne séance pour ce soir. Merci beaucoup.